Salam alaikum, j'espère que vous allez très bien. Donc, je me présente, c'est Ismail Zaki. Donc, je vais en fait vous présenter dans ce. Voilà. Euh, donc, je vais vous présenter dans ce premier chapitre le cours de la vibration mécanique. Donc, ce cours-là, il va être composé de plusieurs parties, de plusieurs éléments. Donc, c'est un cours qu'on aimerait bien en fait partager avec un grand nombre d'étudiants dans ce premier temps de l'ENSAM et aussi des étudiants en cycle ingénieur et donc qui sont en train d'étudier cette vibration mécanique. Bon, il y aura plusieurs chapitres. Le chapitre 1, d'habitude, ça commence par la vibration des systèmes mécaniques à un degré de liberté. Bon, on commence avant ce chapitre-là, on commence dans un premier temps à introduire la vibration mécanique. Pourquoi la vibration mécanique? Donc ça, c'est le chapitre, je peux dire ce chapitre 0. Est-ce que cette vibration est utile? Est-ce qu'elle n'est pas utile? Est-ce qu'elle est agréable? Est-ce qu'elle est dérangeante? Est-ce qu'elle est bruyante? Quelles sont les sources de vibration? Quelles sont les préventions et remèdes qui sont justement utilisés et après quels sont les moyens d'accompagnement, c'est-à-dire les normes en vigueur et on définit en général c'est quoi la vibration. Bon, ça c'est le premier chapitre, mais dans le chapitre 1, donc c'est le chapitre 1, ça, c'était une introduction, comme j'ai dit. Le chapitre 1, ça concerne principalement la vibration des systèmes mécaniques à un degré de liberté. Bon, ce chapitre, ou bien ce cours-là, d'habitude, je le fais avec M. Abou Saleh, et moi-même, M. Zaki Ismail. Bon, dans ce chapitre, va être composé en plusieurs parties. D'abord, on fait une introduction générale sur, comme j'ai dit, les termes, sur les terminologies utilisées, sur la partie, si vous voulez, la partie modélisation, comment on passe d'un modèle réel à un modèle discret, donc les modélisations discrètes qui existent. Après ces modèles discrets, quels sont, on va dire, les éléments qui leur composent, c'est-à-dire quelles sont les propriétés de ces éléments. Ensuite, on définit donc quelques exemples de modèles discrets qu'on va étudier. Ensuite, dès qu'on a défini le modèle discret, dès qu'on s'est mis d'accord sur ces différentes modélisations discrètes qu'on va définir, ou bien qu'on va étudier, on va les répartir en deuxième, troisième et quatrième partie. On va les répartir, si vous voulez, en deux catégories, comme on peut voir ici, soit des modèles discrets avec une excitation existante ou bien absente. Donc, c'est pourquoi on discute la vibration libre. Donc là, il n'y a pas d'excitation. Et la vibration forcée, là où il y a l'excitation. Donc, dans cette première capsule, donc cette première vidéo là, qu'est-ce qu'on va essayer d'introduire? On va essayer d'introduire premièrement déjà les concepts, ensuite parler de la vibration libre. C'est quoi cette vibration libre? Et c'est quoi la vibration libre amortie et non amortie? Et ensuite, à la fin, on va traiter la vibration forcée. Donc voilà, quels sont les différents, on va dire, quels sont les différents types d'excitation, comment traiter chaque type d'excitation, quelles solutions envisageables pour chaque type d'excitation. Et donc, voilà, on va faire, comme j'ai dit, on va traiter le problème pas à pas. On va essayer de le répartir déjà en vibration libre et en vibration forcée. Pour la vibration libre, on va traiter la partie amortisseur et la vibration et aussi la partie non amortie, c'est-à-dire il n'y a pas d'amortisseur. Voilà. En attaquant la première partie, dans l'introduction, déjà, je vais vous parler de ce qu'on appelle la modélisation des systèmes mécaniques par des éléments discrets. Donc, en général, les éléments, ou bien un système mécanique, il est modélisé par des éléments discrets. Pourquoi? Parce que, donc, en dynamique, l'ingénieur est
et aux prises avec la résolution des solutions, ou bien des systèmes souvent fort complexes, dont il faut faire un modèle pour être en mesure de procéder à l'analyse vibratoire. On ne peut pas d'ailleurs traiter un problème sans passer par l'aspect modélisation, parce que justement un problème, que ce soit simple ou bien complexe, ça nécessite d'être modélisé pour pouvoir le traiter par la suite. Et donc, pour ces modèles, vous avez deux approches qui existent, soit ce qu'on appelle l'approche discrète ou bien l'approche continue. Donc, je vais vous expliquer ici c'est quoi cette approche discrète et c'est quoi cette approche continue. Donc, l'approche continue, c'est une approche qui consiste à modéliser le système tel qu'il est. Donc, on va prendre une géométrie, donc on va essayer de la dessiner dans un modèle ou bien dans un logiciel élément CAO, nous avons des systèmes de conception. Après, on va passer à un logiciel élément fini. Et donc là, ça, on va modéliser la géométrie telle qu'elle est. Donc, on a dit la modélisation, elle colle à la géométrie réelle des structures. Bon, quels sont les avantages? Les avantages, tout simplement, c'est que vous allez faire une modélisation par élément fini et vous allez avoir une résolution numérique. C'est vrai que vous avez une modélisation réelle de problème, ce n'est pas une modélisation discrète. Vous avez quand même un inconvénient à noter que cette approche-là, cette approche qui s'appelle l'approche continue, elle est laborieuse et son temps d'exécution est très lent et la résolution envisageable doit être validée. Donc ça, c'est à peu près c'est les inconvénients de cette modélisation et de cette approche. Alors que l'approche discrète, comme vous pouvez voir, c'est une approche simple, déjà simple à mettre en œuvre. Ensuite, c'est une approche qui a des avantages comme quoi la résolution informatique elle est très rapide, ça dépend du modèle que vous allez considérer. Et donc, on a un problème en termes d'inconvénients que la difficulté dans l'interprétation des phénomènes physiques. Si on se trompe dans l'aspect modélisation, on aura peut-être un problème par la suite parce que, donc là, le modèle, si vous considérez tous les paramètres, si vous considérez pas tous les paramètres physiques, bien tous les paramètres physiques, donc là, si vous ne le considérez pas, vous risquez de louper votre modélisation et par la suite louper votre solution. Vous voyez? Donc, c'est ça à peu près l'inconvénient de cette approche discrète. Mais cette approche discrète, elle est simple, elle est rapide. Et c'est ça ce qu'on cherche dans un contexte, si vous voulez, dans un contexte un peu industriel, un contexte où on demande rapidement la solution, etc. Bon, cette modélisation discrète, ou bien la modélisation discrète, c'est que vous allez visualiser le fonctionnement de système en choisissant d'après le sens physique quelles parties peuvent être assignées à un élément de base. C'est quoi une modélisation discrète? Je rappelle que là, pour moi, une modélisation discrète, ça consiste à, donc, vous avez votre modèle, modèle réel, vous allez le modéliser de cette manière. Donc, comme vous voyez là, c'est un modèle composé par des éléments de base, à savoir un amortisseur, à savoir un ressort et une masse plus une force d'excitation. Donc, la difficulté, ça vient d'où? La difficulté, ça vient de choix de ces éléments, de calcul des équivalences par rapport à ces éléments. Vous avez une masse, donc quelle partie de votre système réel va être considérée comme une masse? Vous avez un ressort, quelle partie va être considérée comme un ressort? Et vous avez un amortisseur, c'est la même chose. Donc, c'est l'aspect, si vous voulez, c'est l'aspect comment on va choisir ces éléments de base, comment on va les considérer, et donc c'est ça à peu près la difficulté dans ce type de modélisation. Donc, là, il faut définir, c'est quoi? Il faut définir ces éléments de base et se mettre d'accord, si on peut dire, se mettre d'accord sur leur représentation et leur
sens physique. Donc, ça, c'est très important. Il faut se mettre d'accord sur ce sens physique pour pouvoir par la suite dire, voilà, j'ai fait une bonne modélisation ou bien j'ai pas fait ou bien j'ai pas fait une bonne modélisation. Le choix des éléments de base est très, très important. Vous avez votre système qui est un système réel. Donc, le choix des éléments de base dans ce système réel, il est vraiment très important. Et donc là, il faut le considérer à part. Donc, pour cela, j'aimerais bien dire une chose, c'est que là, vous avez, par exemple, là, la masse, c'est quoi la masse dans un élément de base? Une masse, c'est l'élément avec une masse importante et indéformable. C'est-à-dire, si vous avez dans votre élément réel ou un système réel, si vous avez la partie qui peut être considérée comme élément où sa masse elle est très importante et indéformable, là, je peux considérer comme, là, c'est une masse. Ensuite, vous avez ensuite les autres éléments, notamment les nœuds. Donc, ces nœuds-là qui relient, on va dire, les éléments de base entre elles. Donc, vous avez, ce sont les nœuds sans masse, sont des éléments avec masse faible, mais indéformables. Vous avez le partie ressort, c'est la partie sans masse, parce que le ressort, il est sans masse, mais il va fournir une force élastique ou en fonction des déplacements. C'est l'élasticité, c'est la partie qui représente l'élasticité. C'est la partie qui représente la rigidité aussi. Donc, rigidité ou bien élasticité, c'est là la partie ressort qu'on va donner. Ensuite, vous avez l'amortisseur. L'amortisseur, c'est la partie qui fournit une force de freinage. Et ce freinage-là, ça peut être un freinage visqueux ou bien ça peut être un freinage non visqueux, ça peut être comme une force de frottement, par exemple. Ça peut être un frottement solide, bon, un freinage solide, liquide, etc. Donc là, ça peut être le contact entre deux éléments, ça représente ce freinage-là et ça peut représenter l'amortissement. Voilà, C est appelé dans ce cas la constante d'amortissement visqueux et linéaire ou la résistance du système. Donc ça, c'est la résistance, comme je dis, de système. C'est une sorte de résistance et c'est la partie amortisseur. Bon, vous voyez que ces éléments de base qu'on a présentés ici, bon, c'est un élément qui peut être une représentation de beaucoup d'éléments réels, bien de structures réelles. Comme vous voyez ici, là, c'est une voiture, par exemple, et donc c'est une voiture qu'on peut modéliser sur une route, qu'on peut modéliser de cette manière. Donc là, c'est un élément, on l'a modélisé de cette façon. Donc vous voyez que là, c'est une masse, il y a le ressort et il y a l'amortisseur. Donc là, toutes ces voitures-là, on l'a modélisé de cette manière. Donc on peut considérer, donc la masse, c'est la masse de cet habitacle. Donc là, comme j'ai dit, c'est la masse de cette carrosserie, c'est la partie masse, c'est une masse indéformable. La partie ressort amortisseur, ça peut être ces roues, et donc il contient cette propriété à la fois visqueuse, bien viscoélastique. Il a la partie élasticité qui est donnée au leader, au ressort. Il y a aussi la partie amortissement qui est donnée à cet amortisseur. Donc là, vous avez aussi cette station, bien cette plateforme offshore. Vous voyez que cette plateforme-là, donc là, vous avez une structure, donc elle est reposée sur des triers là. Et donc ces triers, on peut dire que ces triers, normalement, ça représente la partie élastique dans notre système. Ça, c'est la partie ressort. Et donc là, la masse, ça peut être cette masse qui est concentrée en haut. Donc là, c'est la masse ici de notre système. Et vous avez la force de vent. La force de vent, ça représente la force d'excitation. Donc, cette station offshore que vous voyez là, il peut être excité. Il peut être excité par quoi? Par le vent. Donc là, c'est une force de vent. Bon, c'est une force, bien sûr, sinusoïdale, dépendant du temps. Il est aléatoire, donc on ne sait pas son intensité, il est variable. Donc là, c'est une manière, on va voir la manière de traiter cette force de vent. Voilà, donc là, le modèle
qui représente, donc là, on peut dire que c'est un modèle, bien c'est une représentation verticale du problème. Donc là, la constante, bien le déplacement qu'on cherche, ou bien le mouvement, on va dire, le plus représenté, c'est un mouvement vertical. Donc là, c'est un mouvement horizontal. C'est un mouvement horizontal, celui qui est prépondérant. Lui, il est prépondérant. Vous avez aussi, on peut représenter on va dire, cette véhicule qui est reposé, bon, qui est voilà, supposé reposer sur sur ce pont. Et donc, aussi, on l'a représenté de cette manière. Vous avez le pont, là, ça représente une force, on veut dire, c'est une force, c'est une, bon, la variation ou bien le déplacement de ce pont, il peut être représenté par cette force. Et vous avez donc la partie ressort amortisseur, donc ça représente, on va dire, cette véhicule-là. Bon, la même chose pour ce bâtiment. Le bâtiment, il est reposé sur ces poteaux. Et donc, ces poteaux-là, ça représente la partie que je viens de dire tout à l'heure, la partie élastique. Donc, il est représenté par ce ressort. Et vous avez les étages avec cette masse M et sont représentés par la masse M. Et vous avez bien sûr la force, ça peut être une charge, par exemple, sismique. C'est celle qui peut être, donc, cette force-là, qui est représentée F de T. C'est un déplacement horizontal qui vient d'une charge sismique. Voilà, donc ça c'est une modélisation, on peut dire modélisation discrète. 1 degré de liberté. Pourquoi 1 degré de liberté ici? Parce que là, on voit juste, on a un seul sens de déplacement, une seule variable qui est en train de varier avec le temps. Donc, c'est une seule variable indépendante qui caractérise, grosso modo, qui caractérise le déplacement de votre structure, que ce soit un déplacement, comme j'ai dit ici, vertical, bon, ou là, horizontal. Donc, vous voyez, ce sont des déplacements horizontaux, alors que là, ce sont des déplacements verticaux. Donc, le comportement dynamique, il est représenté par cette unique variable ou bien par une seule variable. Et donc, cette variation ou bien cette représentation, ça représente beaucoup de systèmes qui sont très variés et qui sont toujours représentés dans les domaines des basses fréquences. Voilà. Donc, toujours dans l'introduction, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le degré de liberté, c'est le nombre un degré de liberté, c'est lorsque sa configuration, donc lorsque ce système-là, il peut être à chaque instant caractérisé par une seule variable. Et son déplacement, il est caractérisé par une seule variable. C'est une seule variable qui décrit le mouvement ou bien qui décrit le déplacement de cette structure. Donc ça, c'est, comme je dis, un degré de liberté. Et donc, le nombre de degrés de liberté est le nombre minimal de paramètres indépendants qui permet de définir à chaque instant les coordonnées de tous les points du système. C'est très important. Là, insistez s'il vous plaît sur on va dire sur ces mots-clés. Donc là, le nombre de degrés de liberté, c'est quoi? C'est le nombre minimal, insistez s'il vous plaît, de paramètres indépendants. Indépendants, c'est très important, permettant de définir à chaque instant les coordonnées de tous les points, de définir à chaque instant, oui, les coordonnées de tous les points de système. Donc, un système à un degré de liberté, c'est très important, le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre minimal de paramètres indépendants qui permet à chaque fois de définir, à chaque instant, de définir. S'il s'agit, par exemple, si vous avez, donc là, une chose très très importante, c'est une question qui se répète toujours. Si vous avez, par exemple, deux paramètres qui sont dépendants, donc vous ne pouvez pas les considérer en même temps. Par exemple, un angle avec un déplacement. Donc là, vous n'avez pas le droit.
vous n'avez pas le droit de me dire, par exemple, ici, vous avez un pendule, donc c'est un pendule simple, et donc là, on sait très bien, donc vous avez déjà fait en mécanique, on sait très bien que ici par exemple, vous avez deux paramètres, vous avez soit le θ ici, vous avez ce θ-là, qui caractérise le déplacement, et vous avez donc le x ici. Le x, donc c'est le même. On sait très bien ici où vous avez une relation entre x et θ. Vous avez une relation entre x et θ. Ça peut être L sinus θ par exemple. Le x c'est le L sinus θ. Donc, on ne peut pas dire que là, il s'agit de deux paramètres qui décrivent le mouvement. On peut dire tout simplement soit le x, soit le θ, c'est celui qui décrit le mouvement. On ne peut pas considérer les deux paramètres x et θ en même temps. Ça, c'est très important, s'il vous plaît. Donc, le système, ensuite, on dit le système qualifié linéaire quand il se décrit au moyen d'équations différentielles linéaires. Donc là, s'il s'agit par exemple de considérer donc, des paramètres ou bien des équations différentielles non linéaires, donc là, je ne peux pas dire par exemple que le système est linéaire. Si vous avez une certaine non-linéarité dans vos équations, donc le système est qualifié aussi non linéaire, il n'est pas qualifié linéaire. Voilà. Donc, je termine donc, cette partie par vous présenter donc, les différents modèles du système oscillant à 1 degré de liberté. Il y a plusieurs modèles justement qui peuvent être des modèles à 1 degré de liberté. Pourquoi? Parce que tout simplement, donc à travers la définition qu'on a donnée tout à l'heure, donc ces modèles-là, ils sont caractérisés, ou bien le déplacement, ou bien je peux dire le mouvement de ces systèmes-là, il est caractérisé par le déplacement d'un seul paramètre, ou bien c'est une seule variable qui caractérise le déplacement de ces systèmes-là. Soit un déplacement, comme je viens de dire, horizontal, comme ce cas, ou bien un déplacement vertical, comme celui-là, ou bien une torsion, comme ce disque-là, qui est en rotation, ou bien ici une rotation angulaire de cette poutre-là, ou bien ce pendule-là qui est une rotation aussi, ou bien un déplacement angulaire de ce pendule. Donc, vous avez le déplacement ici, il est considéré par une seule variable qu'on voit ici, soit longitudinal ou bien transversal, ou bien déplacement vertical ou bien horizontal, x ou y, soit un déplacement angulaire, θ, donc dans ce cas-là en rotation, ou bien un déplacement, comme je dis, pendulaire, toujours c'est un θ. L'inertie, donc vous avez aussi l'inertie, donc là ça représente, elle est représentée par la masse ici, ça représenté par le I, le moment d'inertie par rapport à ces disques ou bien par rapport à cette poutre, ou bien par rapport aussi, la même chose par rapport à cette masse, vous avez la masse on peut derrière calculer l'inertie à travers la masse, par exemple L ou bien ML au carré, par exemple. Bon, les efforts qui existent, vous avez une résistance ici, on peut dire, vous avez une résistance viscoélastique, c'est-à-dire il y a l'aspect élastique et l'aspect amortissement, l'aspect ressort et l'aspect amortisseur. Donc la même chose aussi pour le reste. Pour ça, vous avez la même chose. Vous avez la résistance à la torsion, K, représentée ici. Vous avez aussi C, qui est le frottement. Donc, ça peut être un frottement visqueux, comme ça peut être une résistance structurale. Donc, ça fait partie. Bon, la même chose pour ça. Vous avez la pesanteur et le frottement visqueux. Bon. Comme j'ai dit, je termine par cette phrase, par cette petite conclusion, que l'objectif de cours, ou bien de ce premier chapitre, c'est entre autres la mesure de rapport entre une excitation donnée de la structure et la réponse de la structure. C'est-à-dire, on va mesurer on a une excitation donnée. L'autre objectif, c'est mesurer la réponse du système sur cette excitation. Donc,
Cette excitation, c'est une excitation dynamique, en général dépendant de temps. Donc, par la suite, la réponse, ça va être dépendant de temps. Donc là, vous avez cette réponse. Dans un premier temps, on cherche les déplacements, mais on peut trouver aussi, oui, on se retrouve aussi à chercher, bien sûr, la vitesse et l'accélération. Donc, j'espère que c'est un peu clair cette introduction de ce premier chapitre. Donc, on va vous introduire sur cette introduction, on va vous donner cette introduction pour pouvoir englober un petit peu le sujet. Toujours, on a cet aspect, on a cette méthodologie de travail, introduire déjà la problématique pour pouvoir la traiter petit à petit. Donc, la prochaine capsule, ça va traiter donc la vibration libre non amortie des systèmes. On va vous présenter cette vibration libre non amortie ou bien les vibrations libres amorties. Donc, c'est ça en fait les prochaines vidéos qu'on va traiter. Et voilà, donc je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.